Bonjour, camarades, compatriotes, amis. On est aujourd'hui présent pour honorer un cultivateur haut en couleur, un personnage avec une lutte grandiose pour cette région, Onésime Tremblay. Si vous ne connaissez pas spécifiquement le personnage dans tous ses détails, c'est bien correct. Nous-mêmes, on a dû faire nos recherches pour être sûr de bien le comprendre dans toute son ampleur, tant ce personnage a eu une grande influence sur la région. Donc, sachez-le, il va y avoir plusieurs tours de parole, plusieurs organisations. Je voulais vous les présenter un après l'autre. Et plusieurs d'entre eux vont pouvoir vous parler directement du personnage qui était Onésime Tremblay, vous expliquer toutes les facettes de ce grand homme. Le premier tour de parole, c'est directement pour M. Billy Savoie, membre du comité exécutif central de l'Action socialiste de libération nationale. Donc, je lui passe la parole pour débuter ce running show. Donc, bonjour tout le monde. Chers amis, chers patriotes, chers ouvriers, chers cultivateurs, chers jeunes patriotes, je suis Billy Savoie, l'un des chefs de l'Action socialiste de libération nationale. Et aujourd'hui, sur cette terre de Métabetchouan, au lac Saint-Jean, nous marchons sur les traces d'Onésime Tremblay, ce cultivateur qui, presque 100 ans avant nous, osa dire non. Osa dire non à Alcan. Onésime, il a compris une vérité essentielle. Il a compris que seul, on s'épuise, mais que unis, on peut accomplir beaucoup de choses. Lorsqu'Alcan a voulu lui arracher sa terre, il ne s'est pas replié sur lui-même. Onésime, il a tendu la main à ses amis, à ses voisins, aux gens autour de lui. Ils pensaient peut-être pas tout comme lui, mais ensemble, ils ont réussi à construire puis à résister. Ensemble, ils ont dit non. Ainsi, aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont ici avec nous. Je tiens à remercier Denis Trottier du mouvement Onésime Tremblay et ses camarades. Wouh! Je tiens à remercier François Gervais de la Nouvelle Alliance. Je tiens aussi à remercier Linda Lalancette de Climat Québec. Merci d'être ici avec nous. Je tiens aussi à remercier Michel Potvin, le représentant des retraités de Rio Tinto Alcan, Éric Scullion, un combattant de longue date pour la protection des berges du lac Saint-Jean, Jacques Pelletier, candidat à la mairie du Saguenay. Donc, merci à tous, camarades. Et c'est ça, la convergence régionale. Mais c'est aussi ça, la convergence nationale. C'est ça, un front uni. C'est ça, la vision d'Onésime Tremblay. Dans ses cahiers philosophiques sur le matérialisme dialectique, Lénine disait « Il arrive un moment où est-ce qu'une accumulation quantitative se transforme en changement qualitatif. » En d'autres mots, je vais vous donner un exemple. Quand on fait chauffer une marmite d'eau, l'eau bouille. On ne le voit pas de nos yeux qu'il y a un changement qui se fait au niveau de la température. Mais à un moment donné, l'eau change de forme. Il y a un changement de phase. Aujourd'hui, après 10 ans milité sans relâche, un peu partout au Québec, ce que je vois aujourd'hui en face de moi, c'est le début, c'est ce que Lénine disait, c'est le début d'un changement de phase, camarades. Puis ça, je pense qu'il faut en être fier. On peut s'applaudir. Pourquoi je dis changement de phase? C'est que pour la cause nationale et régionale, on a réussi à rassembler communistes, conservateurs, sociaux-démocrates, des gens de différentes tendances. C'est ça le républicanisme, c'est ça la souveraineté. On a des jeunes pleins d'audace et des aînés pleins de sagesse. On a des Québécois, entre guillemets, de souche, mais on a aussi des Autochtones et des patriotes venus du Mali et du Sénégal pour se joindre à notre cause puis nous appuyer. On a même un Ontarien sacrement venu ici, il a fait 8 heures de route, on peut l'applaudir. Puis tout ça au lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, c'est une région qui est oubliée souvent. On est un peu les derniers, mais c'est nous autres, on est parmi les plus indépendantistes du Québec. On peut s'applaudir. On a invité plusieurs personnes à notre événement. Plusieurs personnes ont répondu à l'appel.
D'autres personnes ont eu peur. Il y en a même aussi un peu, sans les mentionner, ce serait leur donner trop de pub, qui ont comploté contre nous. C'est un peu sinistre, mais bon. Mais pourquoi, camarades? Parce que la plupart des visions qui sont exprimées aujourd'hui, on ne pense pas toutes pareil nécessairement, mais on refuse catégoriquement de renégocier un simple contrat de soumission au gouvernement fédéral, ainsi qu'aux multinationales canadiennes ou américaines. La plupart des gens ici, c'est ça qu'on veut. C'est les visions de ceux qui lutteront pour un pays à tout prix. La plupart des visions exprimées ici ne sont pas celles de bourgeois ou petits bourgeois citadins ou urbains. Ce sont les visions des travailleurs et ouvriers, agriculteurs et petits moyens entrepreneurs. C'est ça l'épine dorsale du Québec. La plupart des visions exprimées ici ne sont pas celles de souverainistes de pacotille qui deviennent soudainement conciliants à la moindre menace de confrontation. Ce sont les visions ici des gens qui veulent reprendre le flambeau des patriotes, le flambeau républicain et révolutionnaire des patriotes, Papineau, Nelson, Octave Côté, Chénier, Delorimier. On doit développer notre propre pensée anti-hégémonique. Onésime, il nous a montré la voie. Il faut se battre non pour soi seul, mais pour tout un peuple. Chers patriotes, on est à la croisée des chemins. La guerre tarifaire, c'est pas nouveau, ça. L'histoire entre Washington et Ottawa est faite de tensions. Pour les représentants de la haute finance, ces conflits, c'est juste un jeu de profit. Jusqu'ici, on n'avait pas le choix d'accepter le chantage des ultra-riches. Les États-Unis, le Canada dominaient le monde sans rival. Mais aujourd'hui, leur hégémonie s'effondre. Le cœur de la bête impérialiste est en train de s'écrouler. Et avec son gouvernement minoritaire, le Canada, il a rarement été autant divisé. On l'a vu aux dernières élections. Pendant ce temps, à l'Est, la Chine socialiste affirme un nouveau modèle pour l'humanité, propulse l'humanité vers une nouvelle ère, que ce soit en matière de niveau de vie, d'intelligence artificielle ou d'énergie verte. Elle est portée par d'autres résistances, que ce soit les États du Sahel en Afrique, on a des camarades ici, panafricains avec nous, que ce soit les peuples bolivariens en Amérique latine, que ce soit le combat héroïque de la Palestine, du Liban et du Yémen au Moyen-Orient. Tout ça, c'est un combat commun contre l'hégémonie financière qui nous opprime. Partout dans le monde, les chaînes de l'impérialisme se brisent. L'OTAN se fait mettre en déroute. Un monde libre, multipolaire, prend forme. Et nous, peuple du Québec, que ferons-nous? Est-ce qu'on va rester à genoux devant une confédération en décrépitude, devant un empire financier américain en train de mourir en phase décadente? Ou est-ce qu'on va marcher vers l'indépendance avec fierté, le dos droit, dans un monde nouveau? La réponse est claire, on doit former un pays. Un Québec libre, souverain, maître de son destin. Ce ne sera pas facile. On va en vivre des bonnes, des mûres puis des moins mûres. Mais soyons honnêtes, mes amis, chers patriotes, personne ne va venir nous sauver au Québec. Encore moins au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas Justin Trudeau. Ben, lui, il est parti. Pas Mark Carney. Encore moins. C'est lui qui le conseillait. Pas l'État profond canadien en panique devant Trump. Certains rêvent encore d'une alliance pan-canadienne pour sauver les meubles dans la tempête commerciale. Certains d'entre eux se disent même souverainistes. Ils nous disent que, faudrait pas parler d'indépendance, mais collaborer avec les libéraux fédéraux pour négocier avec Trump. Mais soyons sérieux. Quand avez-vous vu un pays défendre les intérêts d'un autre avant les siens? Pensez-vous vraiment que les Canadiens vont défendre les intérêts du Québec? Pensez-vous que le Canada va défendre notre industrie forestière et de l'aluminium ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Pensez-vous qu'ils vont défendre nos agriculteurs? Posez la question, c'est y répondre. Le Québec doit parler de lui-même. Pendant qu'une certaine gauche métropolitaine, confortable dans ses tours de béton et ses pistes cyclables verdoyantes, rêve d'un monde post-national, post-frontière, post-tout, à seulement parler d'inclusion et de diversité, nous, dans nos régions, on sait qu'il n'y a pas d'avenir sans racines. Il n'y a pas de liberté sans identité. Il n'y a pas de dignité
sans un sol qui nous appartient. Le mondialisme néolibéral, c'est un mot compliqué, néolibéral, l'impérialisme cherche à nous arracher de notre histoire, cherche à nous arracher de nos héros, de nos mythes, de nos traditions, de notre héritage canadien-français, de notre héritage catholique. Tout en s'ouvrant aux nouvel arrivants, à celui qui émigre ici sur nos terres québécoises, il nous appartient de renouer avec notre histoire vivante, de manière nouvelle, de retisser le fil brisé de notre histoire, puis de nous remettre debout. Car c'est seulement en sachant d'où nous venons que nous pourrons avancer avec force et confiance vers l'avenir. Sans histoire, il n'y a pas d'avenir. Autre point important, dans le but d'être pragmatique et de se faire élire, une certaine gauche caviar métropolitaine a non seulement abandonné la nation et les régions, on l'a vu aux dernières élections. Pour elle, on est souvent des racistes, on est souvent des gens arriérés, illettrés, des barbares. Mais elle a aussi abandonné la lutte des classes et l'économie. Cette gauche, dans la déclaration de Saguenay en 2024, Québec solidaire, a retiré de son programme la nationalisation des forêts. À une période où est-ce que nos forêts en région se font complètement gober par des entreprises étrangères, c'est une preuve de lâcheté, c'est une preuve de soumission. Cette gauche-là est en train de s'effondrer. On l'a vu avec le NPD qui s'est effondré, on l'a vu avec les démocrates aux États-Unis. Mais enfin, le champ est libre pour qu'une vraie gauche puisse naître. Une gauche qui est ouvrière, nationaliste, francophone, puis laïque. Bientôt fini. À tous ceux qui disent qu'il ne faut pas parler d'indépendance, qu'il faut attendre, regardez autour de vous. Notre nation est en voie de disparition. Pour nous, les jeunes, la classe moyenne est en voie de disparition. Ici, dans ma région, l'érosion des berges du lac Saint-Jean, elle n'attend pas. Ici, dans ma région, les retraités qui voient leur fonds de pension s'effriter sous l'inflation, ils n'attendent pas. Ici, dans ma région, les jeunes qui ne peuvent plus fonder de famille ni acheter de maison, on n'attend pas. Ici, dans ma région, les centaines d'entreprises familiales fermées, les milliers d'emplois perdus, ils n'attendent pas non plus. Ils demandent qu'on agisse maintenant. Et pour agir maintenant, il faut être un pays, puis il faut être souverain. Bientôt fini. Et à Rio Tinto Alcan, résolu Domtar Group Paper Excellence, les deux compagnies, les deux multinationales, les deux monopoles financiers qui étouffent notre région, la jeunesse, on vous le dit, on vous regarde froidement dans les yeux. Un jour, on va vous nationaliser. Vos industries, vos barrages, ils vont nous appartenir. Puis vos crimes, ils vont être punis sévèrement face à la loi. C'est ça la justice. Alors, camarades, amis, frères et sœurs, je vous dis, pour terminer, que la mémoire d'Onésime Tremblay nous guide. Levons haut nos drapeaux. Portons le flambeau jusqu'à la victoire. Vive le Québec libre. Vive le Québec libre! Vive le Québec libre! Ou, comme disent nos frères francophones panafricains, comme... Ou, comme disent nos frères francophones panafricains, mais aussi Che Guevara et le FLQ, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons! Nous vaincrons! Merci. La prochaine personne qui a son tour de parole, c'est M. Denis Trottier, porte-parole du mouvement Onésime Tremblay. Je vous passe le micro. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Je pense que si on est ici, il y a plusieurs raisons. D'une part, c'est parce qu'on croit dans un monde meilleur, parce que si on ne croirait pas dans un monde meilleur, on resterait chez nous à sacrer en avant de la TV. Et aussi parce qu'on pense que c'est important d'honorer les gens qui se sont tenus debout avant nous dans le passé. Et puis si on est ici, c'est grâce, entre autres, au fils d'Onésime Tremblay, Monseigneur Victor Tremblay, qui était le fondateur de la Société historique du Saguenay,
qui, juste avant de mourir, a écrit un livre sur son père qui s'est intitulé « La tragédie du lac Saint-Jean ». Il a attendu longtemps parce qu'il savait que ça allait faire du bruit, son livre, mais il y avait beaucoup on pourrait dire, de respect pour son père. Il a dit, il faut que cette histoire-là perdure dans le temps. Et c'est un peu pour ça qu'on est rendu ici. Parce que vous savez, l'histoire, ça disparaît rapidement. Puis cette histoire-là de la tragédie du lac Saint-Jean, après 50 ans, quand son livre a été publié, c'était presque oublié. Et fort heureusement, il a réussi à nous ramener sur Terre un événement essentiel dans l'histoire de la région. Puis, je pense qu'une des façons d'éviter que l'histoire disparaisse, c'est d'élever des monuments solides, comme celui-là, qui va durer dans le temps, parce que sinon, ça disparaît assez rapidement. C'est quoi son histoire à Onésime-Tremblay? Bien, c'est celle d'un honnête homme travaillant, un gars qui avait des principes, qui croyait dans la justice. C'est un gars qui avait l'une des plus belles terres de la région, qui n'est pas loin d'ici, là, dans le rang Sainte-Anne. La maison est encore là, puis on peut voir. Puis lui, il avait une vue sur l'ensemble du lac Saint-Jean. On peut dire aussi que lui, c'était ce qu'on peut appeler un maître homme. C'était un gars qui était des grosses capacités. C'était presque un géant pour l'époque, bâti solide, des grosses mains. Puis dans ce temps-là, on disait que ce monde-là, ça n'aura pas de bout. Autrement dit, c'est tellement fait solide que ça ne mourra pas. C'est pas le cas, mais c'est comme ça que les gens percevaient ça. Puis lui, il était sur l'une des terres les plus productives du lac Saint-Jean, parce qu'il était du côté sud, c'est un peu plus chaud, parce que la qualité des sols était extraordinaire. Puis aussi, c'est que quand le printemps arrivait, le lac débordait, il embarquait sur les terres, puis il amenait des alluvions qui nourrissaient la terre, ça fait que c'était très, très bien. Puis en plus, lui, sur sa terre, ce qui était unique, il y avait une forêt d'ormes de 5 pieds de diamètre, des arbres qui avaient 300 à 400 ans. Et pour lui, c'était une grande richesse, là, cette terre-là. Pour arriver à ça, il a travaillé comme un malade toute sa vie. Il a coupé des milliers d'arbres au ciotte puis à la hache, jour et nuit presque. Il a arraché des milliers de souches pour être capable de cultiver par la suite. Et à un certain moment donné, quand il a eu passé 50 ans, au moment où il pensait que là, le pire était fait, puis qu'il pourrait profiter de sa terre, puis qu'il pouvait être un agriculteur qui pouvait en vivre, bien, c'est qu'il y a une catastrophe qui est arrivée dans sa vie, c'est qu'on a décidé de construire des barrages sur le lac Saint-Jean. Un petit peu. C'est passé le 22 juin 1900. Deux hommes d'affaires riches qui achètent les droits hydrauliques du Saguenay et de la Grande Décharge, ils payent ça 15 000 $. Des pinottes pour l'époque, surtout que le potentiel est immense. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme je disais tantôt, c'est qu'eux autres, ils voient que le lac peut se remplir beaucoup plus grand que ce qui est durant l'été. Durant l'été, l'eau est très basse, mais ils se disent, si on fait des barrages, on va pouvoir faire un immense réservoir, on va pouvoir turbiner, on va pouvoir faire beaucoup d'argent avec ça. Et finalement, c'est qu'ils demandent au gouvernement, ils achètent des droits au gouvernement en disant, est-ce que nous autres, on peut construire un barrage qui va remonter le lac définitivement de 17 pieds, 5. Et le gouvernement dit oui, mais il leur donne 3 ans pour pouvoir faire ça. Et malheureusement, fort heureusement, les cultivateurs vont s'opposer. Et avec la manifestation des cultivateurs, puis aussi, c'est que c'était plus compliqué qu'ils pensaient. Le projet, finalement, il n'avance pas. Le projet tombe, il reste en suspens. Jusqu'en 1912, où en 1912, là, il y a du monde avec beaucoup plus d'argent qui rachète les droits de 15 000 $. Puis là-dedans, il y avait, entre autres, James Buchanan Joe, qui était propriétaire de l'American Tobacco Company, qui fournissait 80 % des cigarettes aux États-Unis. Puis il y avait aussi un autre gars qui s'appelait William Price, qui était le grand boss, le propriétaire des moulins à papier Price, qui était le plus gros producteur de papier au Canada. C'est du monde qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et finalement, c'est que le gouvernement, à l'époque, Laumergouin, le 8 avril de 1912, va leur donner la permission de monter le lac de 17 pieds, 5. Et là, Onésime s'aperçoit que c'est sérieux, cette histoire-là, que là, ça va être plus dur qu'il pensait, là, parce que là, il y a beaucoup d'argent engagé là-dedans. Fait qu'il va rencontrer Laumergouin,
il lui explique que ça n'a pas de bon sens, que les meilleures terres agricoles vont être noyées, on ne peut pas accepter ça, que c'est eux autres qui sont propriétaires, etc. Puis là, l'Omergouin l'écoute pendant un certain temps, puis à un bon moment donné, il dit à Onésime Tremblay, « Bon, vous allez m'excuser, là, j'ai bien compris votre message, j'ai d'autres choses à faire que ça. » Et lui, comme il est bâti, il est debout, puis là, le premier ministre essaye de se soulever de sa chaise, il met la main sur l'épaule, puis il les rassoit, puis il lui dit, « Monsieur le premier ministre, vous êtes premier ministre pour nous écouter, pas pour faire croire que vous nous écoutez, vous allez m'écouter jusqu'au bout. » Fait que le premier ministre est obligé de rester là, puis il l'écoute, puis il te quitte, mais finalement, c'est que le projet avance pareil, tu sais, puis suite au départ de l'Omergouin qui va décéder, c'est Taschereau, Louis-Alexandre Taschereau, qui en 1920 devient premier ministre. Alexandre Taschereau, lui, c'était l'ancien avocat des nouveaux propriétaires des droits. Fait que là, lui, c'est l'avocat des compagnies avec qui il va négocier. Ça fait que la négociation est assez facile. Il faut dire aussi qu'à l'époque, s'opposer à ce projet-là, c'était quand même difficile parce que ce projet-là représentait 3 fois le budget de la province de Québec annuellement. Ça fait que c'était un immense projet. Et le projet de barrage qu'on mettait sur la grande décharge, ça faisait la plus grosse centrale hydroélectrique au monde entier. C'est pas rien, là. C'est que là, c'était quelque chose d'immense, là. Et le 24 de juin 1926, l'eau va se mettre à monter et les gens ne savent pas quoi faire, ne savent pas à quelle place que ça va arrêter, puis te le quitte, tout le monde se pose des questions, puis là, le monde, ils sont en beau maudit, puis te le quitte, puis ils font des représentations. Puis, à force de faire des représentations, le parti de l'opposition, qui est le Parti conservateur, finit par découvrir que dans les documents légaux de la compagnie, il y avait l'obligation d'avertir 2 ans d'avance avant de commencer à relever le niveau du lac pour que les gens puissent se préparer à tout ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça fait que là, les cultivateurs s'aperçoivent que ce projet-là, il est illégal, donc il va arrêter. Mais comme Alexandre Taschereau, c'est un chum des compagnies, à la place d'arrêter le projet, il va faire une loi rétroactive qui va rendre légale l'illégalité. Tu sais, c'est que là, c'est que les droits de Rio Tinto, maintenant, ils sont basés sur des droits qui étaient basés sur l'illégalité qu'on a rendu légale. Ça vaut pas cher tant qu'à moi. Et un peu plus tard, en 1928, là, il y a vraiment une grosse crue au printemps. Là, l'eau déborde de partout. Ça embarque même dans les municipalités. Comme à Roberval, il y a de l'eau dans les rues. L'hôpital est entouré d'eau. À Saint-Méthode, toutes les maisons sont dans l'eau. Le monde sont en panique. Puis, entre autres, c'est que le maire de Saint-Méthode communique avec le grand boss d'Alcan à l'époque, puis lui dit est-ce que vous pouvez m'aider? Et la réponse du grand boss de l'Alcan, c'est qu'on pourrait vous louer des chaloupes. Ça fait que là, arrangez-vous, nous autres, si vous avez de l'argent, on va vous louer des chaloupes. C'est comme ça que les gens étaient traités à l'époque. Bon, l'eau va finir par se retirer après le coup d'eau, mais il y a beaucoup de terres qui restent en noyer. Il y a beaucoup de terres qui sont sans être en noyer, qui sont perdues parce qu'entre autres, la nappe phréatique est montée puis c'est plus possible de cultiver là-dedans. Et là, le gouvernement dit à la compagnie, bien, on vous a rendu légal, mais là, vous allez payer des compensations aux cultivateurs à qui vous avez pris les terres. Parce que là, c'est que normalement, il aurait fallu qu'ils les achètent avant de les noyer, mais ça ne s'est pas fait. C'est, comme on dit, on passait le boule. Et là, il faut que ça s'en aille en cours. Puis là, c'est des juges qui sont pourris, qui écoutent plus la compagnie que les cultivateurs. Et pour vous donner un exemple, Onésime Tremblay, lui, avait évalué la valeur de sa terre à 168 000 $. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Et savez-vous combien la compagnie Alcan lui a offert? Au lieu de 168 000, ils leur ont offert 7 000 $. Fait que ce qui était ridicule. Et là, Onésime, lui, ben, il va en cours, il perd une première fois, il va en appel, il repère encore. Là, il ne sait plus trop quoi faire. Et là, il se dit, là, il faut qu'on aille au Conseil privé de Londres parce que c'est comme la Cour suprême du Canada à l'époque, parce que le Canada n'est pas encore indépendant. Et quand tu veux faire juger une cause en dernier recours, il faut que tu ailles à Londres. Et là, il s'en va à Londres, il dépense de l'argent, ça coûte cher, etc. Il y a des avocats, il a mis des avocats pendant plusieurs années là-dedans. Et rendu à Londres, là, il s'aperçoit tout d'un coup que le procès, il n'y aura pas lieu. Pourquoi le procès n'aura pas lieu? Parce que le gouvernement du Québec a fait des pressions sur le Conseil privé de Londres
en leur disant, si on perd le procès, on va être ridiculisé, puis la compagnie va nous actionner. Ça fait que là, il ne faut pas que vous fassiez rien avec ça. D'autant plus que Onésime, il est sûr de gagner dans le sens qu'il est dans ses droits. Parce que lui, il a un contrat qui a été signé par un notaire avec le gouvernement comme de quoi que la terre lui appartient. Fait que là, si tu n'as pas acheté la terre, ça veut dire que tu n'avais pas le droit de faire ça, ça veut dire que tu es dans l'illégalité. Et là, si le procès avait eu lieu, à ce moment-là, il aurait été obligé de déclarer la compagnie illégale, le gouvernement aussi, puis là, il aurait été dans la merde. Ça fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se laver les mains. Ils vont dire à Onésime Tremblay, bientôt le Canada sera indépendant, vous allez avoir votre Cour suprême à vous autres, retournez chez vous, puis vous allez aller en Cour suprême au Canada. Mais Onésime Tremblay, il n'y a plus une scène. Il a tout perdu. Il y a une facture d'avocat de 30 000 qu'il ne sait pas comment payer. Sa terre est vendue, ses animaux sont vendus, etc. Puis à ce moment-là, c'est que là, lui, on pourrait dire, il a tout donné pour être capable, pour une question de principe. Puis la phrase qui est écrite là-dessus, ici, là, c'est moi qui l'ai choisi. Ça faisait partie de son discours à ce moment-là. Ça dit « Nous lutterons tant qu'il nous restera un souffle de vie. Nous perdrons peut-être des biens qui nous ont coûté une vie de labeur, mais nous laisserons après nous quelque chose qui vaut mieux, un honneur intact et l'exemple du devoir accompli. » Bien, lui, là, après avoir tout perdu, il était capable de dire que l'argent, c'est pas ça qui est le plus important dans la vie. Bien, ça, c'est rare du monde qui sont comme ça. Puis ce qui est encore plus rare, c'est qu'un bon moment donné, il y a un grand boss de la compagnie qui s'est dit, un jour, cette histoire-là va rebondir, puis on va avoir l'air des écraseurs de cultivateurs, on va avoir l'air de gros méchants, et on serait mieux de régler ça à l'amiable. Fait qu'ils ont envoyé un monseigneur, un peu avant qu'Onésime Tremblay décède, puis ils lui ont offert un chèque en blanc en disant « Mettez le montant que vous voulez ». Tu sais, c'est que là, si c'est 1 million, c'est 1 million, on va tout payer. Nous autres, on veut clore l'affaire de façon correcte. Et Onésime a refusé. Il a dit « Ça n'a jamais été une question d'argent. Moi, c'était ma terre que je voulais. Je refuse votre chèque. » Combien est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui refuseraient un chèque en blanc d'une compagnie qui a été écœurante avec vous? Là? Combien est-ce qu'il y en a? J'en connais juste un. Puis quand il y a du monde comme ça, là, bien, ça mérite d'avoir un monument pour qu'on se rappelle que c'est dur de se tenir debout puis que c'est rare de se tenir debout, mais que c'est comme ça qu'on peut obtenir quelque chose dans la vie. Conclusion. Bon. Puis, là, puis vous avez toute la description sur le monument. Là. Le buste a été fait par la petite-fille d'Onésime Tremblay et le monument a été payé par son arrière-petite-fille. Puis on a fait ça à Métabetchouan, à l'Hôtel de Ville, là, il y a quelques années. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que faut savoir que quand on se tient debout, là, il y a un prix à payer pour ça. Il y a des descendants d'Onésime Tremblay qui étaient très fiers, mais il y en a qui n'étaient pas fiers. Parce qu'il y en a qui, quand Onésime se battait, il disait « On ne gagnera pas vis-à-vis le gouvernement. On ne sera pas capable d'écraser une grosse compagnie. On va tout perdre. » Mais Onésime disait, lui, il faut se tenir debout, il faut garder nos principes. Mais Onésime, il a accepté de tout perdre. Mais dans sa famille, qui ont tout perdu aussi, là, eux autres, ils ont passé le reste de leur vie pauvres. Et pour eux autres, là, c'était un prix trop cher payé. Bien, il faut être conscient que se tenir debout, ça coûte quelque chose. Il faut le faire, mais c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent le faire, mais c'est comme ça qu'on améliore la société. Puis, en terminant, je vous dirais que, comme porte-parole du mouvement Onésime Tremblay, on a demandé à la famille de porter leur nom. Notre combat, nous autres, entre autres, c'est contre Rio Tinto. Pourquoi? Parce qu'entre autres, Rio Tinto a coupé 7500 jobs depuis 40 ans. Ça équivaut à peu près à 1 milliard de dollars par année de moins dans la région. C'est pas acceptable. Aussi, c'est qu'ils n'ont jamais voulu indexer de façon correcte leurs syndiqués. Quand c'est le temps de s'occuper des problèmes d'environnement, ils demandent au gouvernement de payer pour eux autres. C'est pas acceptable. Et finalement, c'est que... Bon, c'est beau.
Si je peux prendre la feuille. Bon. En gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que notre mouvement, ce qu'on veut faire, c'est de... Quand on regarde la situation mondiale qui est dégueulasse, là, autant au niveau politique, économique qu'écologique, là, ben c'est dur de faire quelque chose au niveau mondial. Mais dans notre région, on peut faire quelque chose, on peut civiliser une compagnie multinationale, puis peut-être que ça donnera l'exemple au reste du monde entier. Si nous autres, on se tient debout ici, bien, on va avoir fait quelque chose autant pour la région que pour le monde. Et quand j'étais plus jeune, on disait « penser globalement, agir localement ». Bien, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis Trottier, porte-parole du mouvement Onésime Tremblay, pour ce magnifique discours. La prochaine personne qui a un tour de parole, c'est Jacques Pelletier, candidat à la mairie de Saguenay. Jacques Pelletier, vous pouvez approcher. Je ne perdrai pas de temps à me présenter. Je vais aller droit au but. Donc, bonjour à tous. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la ressource hydraulique devrait être une de nos principales richesses naturelles et collectives. Est-ce le cas? Non. Toute propriété confondue, la puissance hydroélectrique installée dans le bassin hydrographique du Saguenay est de 3750 mégawatts, excusez-moi. Or, à elle seule, Rio Tinto s'en accapare de 84 %. On ne retrouve rien, mais absolument rien de semblable au Québec depuis la nationalisation de l'électricité le 1er mai 1963. C'est donc dire que Rio Tinto jouit d'un statut particulier et que ses actionnaires sont les seuls bénéficiaires de cet énorme avantage. Ne me parlez pas des minces redevances payées au gouvernement provincial, qui de surcroît sont versées au Fonds des générations et qui ne profitent guère au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu la suite de Denis, là. Cette mainmise sur notre capacité de production hydroélectrique ne date pas d'hier. En effet, il y a plus de 110 ans, avec la complicité du premier ministre provincial Tachereau, le multimillionnaire James Buchanan Duke et ses amis états-uniens acquièrent tous les droits pour installer et opérer des centrales hydroélectriques sur la rivière Saguenay. Plus encore, le dénommé Duke, qui a fait fortune dans le tabac, devient également propriétaire du lit et des rives du lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay jusqu'à l'actuel barrage de Chipcha. En 1941, la Péribonka et la Manoine sont aussi harnachées. Vous en connaissez les conséquences. Qu'avons-nous eu en retour? Pendant 60 ans, oui, les alumineries ont été un vecteur très important de notre développement économique. Mais des milliards de profits sont allés à l'étranger. Par la suite, le temps, la rationalisation et la technologie ont fait leur œuvre. Vieillissement des installations et perte substantielle d'emplois, Denis en a parlé, pendant que la demande mondiale pour l'aluminium continuait et continue de plus belle. En 2006, quelques mois avant l'achat d'Alcan par Rio Tinto, on nous avait annoncé une nouvelle usine de 460 000 tonnes métriques à Arvida et un agrandissement de 150 000 tonnes métriques à Alma. Depuis là, on n'a pas encore terminé la construction de la petite usine AP60 de 200 000 tonnes à Arvida en remplacement des salles de cuve de surcroît et qui ont été ou vont être démolies. On nous fait miroiter Élysis comme le Graal, alors qu'on sait fort bien que c'est Québec qui paie pour le développement de cette technologie par des chercheurs qui sont ailleurs en Angleterre et que son utilisation, non pas en Angleterre, en France, et que son utilisation, si ça marche, sera aussi ailleurs. À l'exception d'Alma, les 3 autres usines de Rio Tinto font figure pauvre sur l'échiquier même provincial. Pourtant, Alouette, Deschambault, Bécomo achètent leur électricité d'Hydro-Québec. Les usines
qui se construisent actuellement dans le monde ont une capacité de 1 million de tonnes. Pendant ce temps, on se gargarise d'être la vallée de l'aluminium et nous sommes la seule région désignée depuis de nombreuses années comme créneau d'excellence dans la transformation de l'aluminium. Les résultats? Stagnation dans la production d'aluminium primaire, poids insignifiant de nos industries secondaires et tertiaires dans le domaine de l'aluminium par rapport à l'ensemble du Québec. Le contrat social est rompu. Pourtant, nous sommes en droit de revendiquer une usine de classe mondiale et pas dans 50 ans. Pour la transformation secondaire et tertiaire, nous demandons à Rio Tinto d'agir comme facilitateur pour développer ces filières. Et pour terminer, je m'adresse au gouvernement du Québec. Nous ne sommes plus en 1910. Nous voulons faire partie de la solution. Et nous voulons que la richesse générée par nos richesses naturelles, comme notre bassin hydrographique, notre énergie éolienne et nos forêts, profitent avant tout aux gens d'ici. Salut à vous tous et un grand merci aux organisateurs. Excusez, un petit peu de problème avec la gauche ce matin. Merci beaucoup, M. Jacques Pelletier, candidat à la mairie de la ville de Saguenay. La prochaine personne qui a un tour de parole, c'est M. Éric Scullion sur l'érosion des berges du lac Saint-Jean. Éric. On clique pas sur le bouton. Bonjour tout le monde. Vous êtes nombreux, c'est le fun. Je pensais pas qu'il allait y avoir tant de monde. Juste vous dire, moi, j'ai grandi sur le bord du lac Saint-Jean, directement. Puis moi, j'ai été dans le processus du BAP, des audiences publiques. On a été les premiers à diffuser des audiences publiques en direct. On est souvent des premiers ici au lac Saint-Jean pour faire des choses. Donc, j'ai vu, je suis né au monde en 1957 et on sait que le barrage, je peux y aller, les passer. Le barrage a été, il a été instauré, il a été fonctionnel en 1926. Là, je vais passer une photo, c'est juste pour vous illustrer un peu, parce que ce lac-là, en fait, est devenu un réservoir. Comme on expliquait tantôt, c'est à peu près écrit nulle part. Moi, je ne veux pas me lutter contre les politiciens de la région. Je me suis fait ramasser en privé quelquefois. Dire ça, un réservoir, c'est moins évitant. C'est un réservoir, c'est un réservoir. Pourtant, il y en a plein au Québec. Réservoir Kabonga, réservoir Manicouagan, name it, you got it, plus la Beijing. Mais ce réservoir-là, il a quand même amené une chose de positif. Je vais commencer par le positif, c'est au niveau de la navigation. Parce que le lac Saint-Jean, c'est un lac peu profond, un lac plat, ce que ça veut dire aussi, comme Piekouagami, si on y va en langue amérindienne. Donc ça l'a amené du côté positif, pas juste du négatif, parce qu'on a parti d'un lac qui baissait. Parce qu'à la fin de l'été, le lac il était à 8 pieds. Bon, ça vous dit rien, parce qu'ils ont inventé une échelle juste à Roberval, qui ont une échelle de compagnie, comme par hasard, mais on n'ira pas là. Fait que ça, à 8 pieds, là, il y avait des plages partout, puis c'est des plages de beau sable, OK? Ça, les plages, le sable est encore là, au large, mais la plage, avec le rehaussement, vous comprenez que l'eau a monté, bien, ce sable-là est à peu près disparu partout. Ça a été du rechargement fait par Rio Tinto, avec la gravelle, avec tout ça. Donc, on avait dans les plus belles plages au lac, au Québec, puis on les a perdues. Moi, je ne suis pas juste sur les plages, mais on a perdu beaucoup de milieux humides. Bon, en tout cas, vous imaginez, là, vous montez de 8-10 pieds à un réservoir, ajouter des vagues quand ils ventent, ça fait du dégât. Alors là, on en a. Alors là, depuis ce temps-là, le programme qui a été instauré par Rio Tinto sous l'égide du gouvernement du Québec, dans le sens c'était dans une loi, ils ont fait des travaux. Partout. Ils ont mis du perré. Fait que là, il y a plein d'endroits où c'est des terres, disons que c'est des terres agricoles, c'est de la grosse roche qui est sur le bord, parce que ça reculait toujours. Où il y avait des plages, bien là, ils ont fait de la drague, et ensuite, ils ont fait du rechargement avec du gravillon, puis du gravier. En tout cas, il y a eu plusieurs recettes là, dans le temps, je vous mêlerai, je n'irai pas jusque-là. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui, bien, c'est un lac pas mal artificialisé. On s'entend là-dessus, avec des problèmes qui
en tout cas, qui vont perdurer dans le temps parce que l'érosion n'est pas terminée. Imaginez là, de monter un niveau de lac de 10 pieds. Ça prend des centaines de milliers d'années avant que ça se stabilise. Fait que c'est très long. Je ne sais pas ceux qui ont accès là, à la petite photo. Je voulais juste vous essayer de vous le montrer, là, si vous le passerez après. Ça, c'est une photo qui n'est pas très loin d'ici, qui a été prise plus loin en 1928. Ça, c'est lors de la grande inondation. Ce que vous voyez, vous avez l'embouchure de la Belle-Rivière à peu près au milieu. En arrière de ça, c'est écrit Grand Marais. Là. Vous l'expliquerez aux autres, c'est pas compliqué. Fait que ça, c'est ça, les forêts d'Onésime. Dans le haut de la feuille, c'est ça, les ormes qu'il y avait surtout. Il y avait du frêne. Et comme par hasard, on est dans un parc entouré d'ormes. C'est ça, des ormes. Ça, c'en est un orme. Les gros, là, c'est tous des ormes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui y a pensé pour faire honneur à quelqu'un. C'était ça, sa richesse à Onésime, parce qu'évidemment, lui, il a cultivé des arbres avant les autres, ce qui est très rare. Puis c'est comme à la limite de la distribution en plus. On ne serait pas supposé d'avoir d'ormes ici, selon les gens qui s'occupent de forêt. Fait que vous voyez, en tout cas, ceux qui ont la photo, là, dans le milieu, là, ça, c'est de l'inondation. Ça, c'est toutes des maisons, là. Pour vous donner une idée, parce que c'est pas des maisons, c'est des routes. Des routes qui amènent au bord du lac, qui, là, maintenant, aujourd'hui, il y a des chalets partout. Ce qui est particulier aussi au lac Saint-Jean, c'est que le barrage où il est installé, là, je ne veux pas aller trop... il est comme à 7 km du réservoir ou du lac. Puis il y a une gorge, il n'y a pas beaucoup d'eau qui passe. C'est comme une décharge de lac. Vous avez déjà vu des décharges de lac? C'est jamais là que c'est le plus profond. La décharge, c'est un point assez haut. Alors, ce que ça fait, c'est que la gestion est plus compliquée. Parce qu'il y a comme un étranglement. Quand même que tu ouvres tous les déversoirs plus bas, c'est la gorge qui décide de la quantité d'eau. Alors, on a eu plusieurs inondations. Ça, c'est la plus grosse, évidemment. Là, c'est pas arrivé depuis. Ça s'est amélioré. Il y a d'autres réservoirs qui sont créés. Donc, ils gèrent 25 des entrées d'eau dans le réservoir, dans le lac. Donc, ils ont un certain contrôle. Mais une crue ici au lac Saint-Jean, il y a comme 2 crues. Pour faire une histoire courte, il y a la crue de la Plaine, où on est présentement. Puis il y a la crue du Nord, parce que c'est la rivière Péribonka qui est la plus grosse rivière, qui a 3 barrages dessus, maintenant 4. On en a un. Hydro-Québec en a ajouté un. C'est des barrages au fil de l'eau, donc il n'y a pas vraiment de retenue. Mais en haut, c'est le plus gros réservoir. Donc, ils disent qu'ils contrôlent 25 des entrées d'eau. Mais je vais arrêter là, mais en tout cas. Mais pendant l'hiver, ils contrôlent jusqu'à 70 des entrées d'eau. Mais il n'y a pas de problème en principe l'hiver. Donc, on va en faire une multinationale, bourrée d'avocats, d'hydrologues, tout ça. Puis il y a quand même des organismes qui sont créés dans la région pour lutter. Sauf que là, c'est confirmé. J'ai fait une sortie médiatique. Ils sont en discussion avec Rio Tinto pour essayer de s'entendre sur le niveau de gestion. Mon problème que j'ai là-dessus, puis je vais terminer là-dessus parce que c'est beaucoup technique, mon affaire. Je dis, il y a quand même des riverains, des associations, mais qui décide? C'est Rio Tinto, parce que c'est eux qui ont les droits, là. Ça, c'est sûr. Les droits de ce qu'on parlait depuis le début. Puis c'est dur à faire bouger une compagnie comme ça parce que c'est de l'argent. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Il y a quand même des associations, les MRC sont impliqués, puis ils sont déjà en discussion pour s'entendre avant un BAP. Imaginez, là, il y a une entente qui se fait un BAP. Qu'est-ce qu'il peut faire le président d'un BAP? Moi, le BAP, c'est lourd comme processus, mais je leur donne la crédibilité. Mais s'il y a une entente avant le président du BAP, bien, il y a 2 mains attachées, il y a une entente avec toute la région, puis les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est pas décider. Puis s'il y a une entente, le gouvernement n'a pas besoin de se prononcer, il y a une entente, c'est-tu le fun? Donc, ça fait l'affaire à tout le monde. Fait que moi, j'ai un peu de misère avec ça. Un BAP, ça doit être libre de toute contrainte. Qu'il y ait des discussions, j'ai pas de problème, mais faites pas d'entente avant un BAP, mais après. Il me semble que ça a une certaine logique. Fait que juste vous dire que ce lac-là, il est très artificialisé, les plages, les rives. On n'est pas sorti du bois, puis c'est pas fini. Cette année, là, ils ont construit des épis là, pour protéger, comme vous avez vu, là, de 200 pieds de long. Les structures commencent à être importantes, ça va laisser des traces. Puis si lui dit qu'on laisse quelque chose de mieux au niveau écologique, au niveau récréo-touristique, on ne laisse pas quelque chose qui est mieux que ce qu'il y avait au naturel avant.
Puis en terminant, juste vous dire, bien, le Lac-Saint-Jean, ça va durer longtemps, il va être encore là, il va y avoir des gens qui vont essayer de le protéger. La compagnie, je ne sais pas si vous le savez, elle n'a pas une bonne réputation du tout. Là, c'est fait traiter de toutes sortes de noms là, des médias, de non consciencieuse de l'environnement. En tout cas, l'environnement, c'est quand on dirait qu'elle parle de son environnement alentour de son usine plutôt que parler vraiment de l'environnement. C'est des gens qui ont des bonnes connaissances, mais quand ils font des études, c'est tous des études dirigées. Donc, celui qui paye, c'est Rio Tinto. L'étude, elle va répondre comme Rio Tinto. Je peux juste vous dire ça. Donc, ça va être compliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric Scullion, sur l'érosion des berges du Lac-Saint-Jean. Le prochain tour de parole est à Michel Potvin, représentant des retraités de Rio Tinto Alcan. Michel, le micro est à vous. Merci de nous avoir invités pour expliquer un peu notre situation de retraités syndiqués, anciens syndiqués d'Alcan et Rio Tinto. Je peux vous dire que je pense que l'histoire se répète. On est un peu les agriculteurs de l'époque. Parce que les agriculteurs sont beaucoup fait voler une grande partie de leur terre. Ben, nous autres, c'est notre fonds de retraite qui font avec ça. Et ça a empiré depuis l'achat d'Alcan depuis 2006 par Rio Tinto. Des retraités, on est à peu près 6400 retraités. Pour ceux de la région, là, je vous fais une image. Là, c'est la population du village de Desbiens, Métabetchouane, Saint-Gédéon, Héberville Station Saint-Bruno. Disons que ça correspond à peu près à ça, le groupe de retraités. C'est quand même du monde, tu sais. Tout ce monde-là qui achète dans la région, là, c'est une force aussi pour la région. Mais quand tu diminues ton fonds de retraite, ben là, tu achètes moins. Tu sais, tu participes pas mal moins au commerce. On peut dire qu'il faut faire attention un peu aussi à ce qu'on dit, parce qu'on est 6, je pense qu'on a des mises en demeure. On ne peut même pas s'approcher à moins de 100 pieds de l'usine, de leur installation. Puis même l'automne passé, on a reçu des menaces de poursuite pour diffamation. Tu sais, c'est comme ça qu'on est retraité quand on parle. Pourtant, on a la charte des... On a une charte des droits et libertés où on peut s'exprimer, on a le droit de s'exprimer. Mais eux, ils essayent de gérer le droit de parole des gens. Fait que c'est ça qui est Rio Tinto. On avait négocié justement notre fonds de retraite, surtout la dernière fois, c'est 2002, où on a négocié avec Alcan, où l'indexation, parce qu'on se bat pour avoir l'indexation de nos rentes. C'est ça. Puis, dans le temps de l'Alcan, on l'avait, disons, 50 jusqu'à 100 dépendamment là, des rendements, parce que c'était basé sur les rendements. Si, par exemple, le fonds de retraite avait, disons, 9 de rendement, les années précédentes, on pouvait avoir jusqu'à 50 d'indexation. Mais avec Rio Tinto, ils ont changé la donne complètement. Eux autres, c'est sur les surplus. C'est plus les rendements, c'est les surplus. Les surplus, on n'en a jamais eu dans notre fonds de retraite. Fait quand? Puis ils ont imposé ça. Les syndicats ont essayé de lutter un peu pour ça, mais écoute, ils ont le bras long, hein? Fait qu'ils ont imposé ça. En plus, quand ils ont acheté Alcan, Alcan avait une dette en 2002 là, de 200 millions de dollars dans notre fonds. Aujourd'hui, ça vaudrait, avec les rendements, là, 1 milliard 100 millions à peu près, cette dette-là. En plus, au début des années 2010, il y avait certaines compagnies qui avaient des problèmes financiers, dont résolus. Ça fait que le gouvernement a passé une loi pour les aider. Mais Rio Tinto, il n'y avait pas de problème de financement, eux autres. Hein? Encore l'année passée, ils ont fait 1 634 millions de bénéfices. C'est un chiffre d'affaires à peu près de 13 milliards. Donc, 1 milliard 640 millions qui ont fait de bénéfices, ouais. Donc, ils n'ont pas de problème de liquidité, ils n'ont pas de problème de financier. Mais avec leurs magouilleurs, là, ben, les autres, ils appellent ça des lobbyistes, mais les autres, c'est des magouilleurs au niveau du gouvernement. Ils sont fait embarquer dans la loi aussi, ce qui fait qu'il y avait une dette de solvabilité de 538 millions qui ont effacé. Si 538 millions sera encore dans notre fonds, là, ça vaudrait aujourd'hui 1 milliard 600 millions. En plus, ils ont emprunté 266 millions dans notre fonds. Avec la loi, ils ont le droit de faire ça sans intérêt. Sans intérêt. Ça fait qu'on leur prête de l'argent sans intérêt. Si ce 266 millions sera encore dans notre fonds, là, ça vaudrait aujourd'hui les intérêts, c'est 380 millions. Tout ce total-là, c'est 3 milliards 169 millions qui ont pris dans notre fonds.
C'est la barre de quasiment 2 générations. Ben, écoute, c'était 3 669 millions. Si tu divises ça par les 6400 retraités, là, ça vaudrait à peu près 487 000 $ par personne. Hey, on serait demi-millionnaire juste avec ça. Imagine-toi, tu mets ça dans la région, dans l'est du Lac-Saint-Jean, là. Tu donnes ça à chaque famille. 487 000 $, là. Hey, ça serait le plus médecine dans la région, là. Ce coin-là, au moins, là, tu sais. Ben, c'est ça qu'ils nous ont volé. Puis nous autres, on se bat pour avoir ça, pour avoir au moins notre indexation. Fait que, je peux vous dire que, en tout cas, puis la loi, justement, qui avait passé en 2010, c'est un certain député qui s'appelle Pierre Moreau. Il y a une certaine similitude aussi avec celui qui a passé la loi dans le temps des agriculteurs pour l'expropriation, là. C'est Émile Moreau, le député ministre de Roberval. Un autre Moreau encore. Fait que pour nous autres, c'est des Morons. Puis avec le bon docteur de Saint-Félicien, là, Couillard, c'est lui. C'est lui, c'est eux autres. T'sais, souvent, on se fait fourrer par les nôtres, comme les agriculteurs. C'est la même chose aussi, là. Même chose avec les agriculteurs. Donc, je vous ai expliqué un peu ce qui se passe au niveau des retraités. Et on va continuer à se battre, nous autres, pour l'indexation. Et aussi pour la région. On est dans le mouvement aussi Onésime Tremblay. On se bat aussi pour contre l'artificialisation du lac. Puis les investissements et les promesses qu'ils ont faites partout dans la région, puis qu'ils ne respectent pas. Entre autres, l'usine dont Jacques parlait tantôt, l'usine l'usine OP60 à Arvida. Ils l'ont annoncé 5 fois depuis 2006. Ils ont annoncé la construction, puis finalement, bien, ils ont commencé l'automne passé avec une demi-usine. Au lieu d'avoir 272 cuves, il y en avait 96. Puis là, on est allé mettre des pancartes, justement, là. Mais pas sur le terrain de la compagnie, sur le terrain de la ville. On a marqué « Cette usine est payée par les retraités ». Ah, c'est pris qu'ils n'ont pas aimé ça. Ils sont venus voler nos pancartes. Imagine-toi. Ils ont volé nos pancartes. Mais on les doutait. Ça fait que la première pancarte était là à peu près 2-3 heures. Fait que le lendemain, on a mis une petite pancarte comme appât. Là, on les a pognés sur le fait. Ils sont venus voler la deuxième pancarte aussi. Puis en plus, je dirais pas qu'ils sont pas intelligents, mais des fois, il en manque un peu. La pancarte de la veille était dans la boîte du pick-up, imagine-toi. Fait qu'on a fait une plainte à la ville pour vol, à la police de la ville. Ça marche plus. Mais tu peux ce piton, là, moi, comment? Ça se peut. Test. Test. Test, 2 tests. OK, c'est revenu bon. C'est ça, on a fait une plainte pour vol à la ville, puis à un moment donné, la police de la ville a dit « Bon, probablement qu'on les poursuivra pas parce que vous avez retrouvé votre bien. » Ben oui, on a retrouvé notre bien, mais c'est un vol pareil. Écoute, le bandit qui va faire un vol à la caisse pop, là, s'il retrouve l'argent dans le coffre du char, ils vont-ils poursuivre pareil? Oui. Hein? Mais c'est Rio Tinto. C'est Rio Tinto, ils ont le bras long. Fait que c'est pour vous dire que les autres, comme retraités aussi, là, il nous inspire pas mal, ce bonhomme-là. Je peux vous dire, là, c'est notre fort aussi. Puis comme les agriculteurs de l'époque, on va continuer à lutter pour gagner notre indexation et aussi pour que la région soit protégée des envahisseurs comme Rio Tinto. Merci beaucoup. Le prochain tour, merci beaucoup, Michel Potvin, représentant des retraités de Rio Tinto Alcan. Très inspirant comme discours. Linda Lancette de Climat Québec, c'est maintenant à votre tour d'avoir le micro. Le tour de parole. Bonjour. Quoi? Merci pour l'invitation. Alors, le Parti politique Climat Québec est fier de s'associer à cet hommage rendu à Onésime Tremblay. Nous félicitons chaleureusement les organisateurs pour cet événement et les remercions pour leur invitation. Nous souhaitons que cet hommage ne soit que le début d'une réactualisation de la mémoire de ce géant, tant à sa droiture, sa dignité, son courage peuvent servir de guide dans l'époque actuelle. Comme vous le savez peut-être, Climat Québec est un parti écologiste et indépendantiste. On peut considérer Onésime Tremblay comme un écologiste avant la lettre. Il s'est battu pour sauver des terres qui étaient fertiles au point où la région du Lac-Saint-Jean était considérée à l'époque comme un grenier pour tout le Québec.
Ces terres n'avaient aucun besoin d'engrais chimiques qui engraissent aujourd'hui les multinationales. Les crues printanières du Péquagami faisaient le travail. Bien sûr, dans ces années-là, l'indépendance ne faisait pas partie du paysage politique. Par contre, on savait très bien ce qu'était un patriote à cette époque. Et Onésime Tremblay a gagné sa place en haut du podium. Il l'a fait en donnant une voix aux centaines de cultivateurs à qui on a volé la meilleure partie de leurs terres. Rendre hommage à Onésime Tremblay, c'est aussi honorer la mémoire de ces cultivateurs dont le cours de la vie a été durablement bouleversé par la fermeture des vannes du barrage de la ligne Maligne le 24 juin 1926. À l'heure où l'ensemble de la population subventionne Rio Tinto à hauteur de 1,2 milliard de dollars par année, à l'heure où les rives du Péquagami sont littéralement truffiées de structures artificielles et que la pointe Langevin est menacée de disparaître, entraînant d'autres expropriations, le combat amorcé par Onésime Tremblay se poursuit toujours. Alors, vive Onésime Tremblay et vive le Péquagami libre! Merci beaucoup à, Linda Lalancette de Climat Québec. Dernière intervention de cet hommage qu'on est en train de faire à Onésime Tremblay avec personnage haut en couleur. Onésime Tremblay, excusez-moi. François Gervais de la Nouvelle Alliance. Je vais terminer cette série de discours un peu comme elle a commencé, sur une note indépendantiste. Chers amis, camarades d'un même peuple, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui l'héritage d'Onésime Tremblay, un homme qui est devenu le bouclier du Lac-Saint-Jean contre les puissances d'argent qui s'élevaient jadis contre sa population agricole et ouvrière. Cet homme du peuple, cet agriculteur, en défendant sa terre et celle de ses voisins, a agi en vrai fils de son pays. Car c'est en même temps le Québec qu'il défendait face à des intérêts étrangers qui, encore trop souvent aujourd'hui, priment sur ceux de la nation. Le temps qui est le nôtre n'a pas besoin d'hommes hésitants. Il a besoin de patriotes qui posent des gestes francs et énergiques de résistance, d'une jeunesse qui consent au sacrifice pour affirmer son pays face aux assauts de l'impérialisme et du mondialisme. Onésime Tremblay, simple paysan, aurait pu s'écraser, se dire que les forces qui se dressaient devant lui étaient trop grandes. Il aurait pu craindre le défaitisme de ses concitoyens ou la mort sociale. Mais il s'est dressé et a refusé de se laisser manger la laine sur le dos. Il nous a montré que la volonté n'a pas besoin d'un parlement ou d'un grand portefeuille pour s'exercer. L'action déterminée, si elle est maintenue au travers tous les obstacles, suffit à changer la face de l'histoire. Il nous appartient maintenant de faire vivre cet exemple dans nos luttes présentes. Trop souvent, la mémoire de nos héros populaires s'efface derrière le vacarme des actualités éphémères et le cynisme ambiant. Pourtant, la figure d'Onésime Tremblay vient nous rappeler que le courage tranquille des humbles peut briser les chaînes que l'on croyait inébranlables. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de prolonger son geste en refusant, nous aussi, les logiques de soumission qui nous éloignent de notre souveraineté. Chacun, dans son milieu, doit devenir le grain de sable qui enraye les rouages de la domination, l'étincelle qui rallume la flamme du pays. La dignité nationale commence par cette résistance du peuple, et ça vaut mieux que le rôle de figurant dans notre propre récit. L'exemple d'Onésime Tremblay n'appartient pas au passé, il mène notre génération vers son pays. Gardez toujours la foi en notre victoire. Vive l'indépendance! Vive Onésime Tremblay! Vive le Québec libre! Bien sûr. Merci. Merci beaucoup pour ce discours. Merci beaucoup pour ces discours au pluriel. Merci tout le monde pour vos paroles. Vous pouvez vous réapplaudir. Oui, non, ça va pas. La dernière chose qu'on va vous demander... Oh, on a une main levée. On n'avait pas de période de questions de prévu.
C'est pas une question, c'est une information. Vendredi matin, j'ai fait une entrevue à CHRL, la Radio Planète, là, avec Louis Arcan. Ça va passer demain matin. Et je peux vous dire que ça va être une entrevue qui va fesser dans la mythe, comme on dit. Ça fait que je vous incite à l'écouter. Je ne sais pas c'est à quelle heure, mais au pire, vous allez pouvoir aller voir là, sur le site, puis à la récupérer. Puis vous allez en avoir pour votre argent. Incroyable. Donc, pour finir la session de questions, c'est une blague. Je vais vous demander une dernière chose, ça va être de se réunir autour du monument ici pour avoir une photo de groupe. Amenez vos drapeaux, pavanez-les un peu partout. On va étendre celui de l'épée pour être sûr. Parce que si on est pour avoir un autre tachereau, on va peut-être vouloir faire un tour de char. Devant.